Financement du secteur de la santé, la question préoccupe le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Une concertation nationale a été lancée ce vendredi à Cotonou. À ce sujet, vous entendrez le ministre d'État chargé du gouvernement du développement représentant le chef de l'État. Et puis, la santé, un sujet d'importance capitale placé au cœur d'un dialogue national. Les assises consacrées au financement de ce secteur ont été lancées ce vendredi en présence des acteurs intervenant dans le domaine, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants du gouvernement béninois. C'est le ministre d'État chargé du plan et du développement, Blaise Biotchane, qui a procédé à l'ouverture des travaux de ces assises en lieu et place du chef de l'État, Renaud Akapo. Le grand philosophe Socrate posait la question de savoir s'il existait pour l'homme un bien plus précieux que la santé. En écho à ce crucial questionnement tiré des pensées philosophiques, les avis sont unanimes pour reconnaître que rien ne vaut la santé, d'où l'importance des questions liées à son financement. La mobilisation des ressources est l'un des enjeux les plus immédiats pour le gouvernement qui entend baliser le terrain pour une amélioration substantielle de la qualité de l'offre des soins en santé. Dans le cadre de la recherche de nouvelles stratégies de mobilisation accrue des ressources pour le financement de la santé, un forum de plaidoyer à l'endroit de nos honorables députés a eu lieu en octobre 2016. L'analyse de la situation de mobilisation des ressources domestiques en faveur de la santé a été réalisée en novembre 2016 avec l'appui d'une mission du Fonds mondial. Les assises de ce jour visent à donner forme à cette initiative aux fins d'aboutir à une feuille de route dont l'exécution permettra d'augmenter de manière substantielle le financement national de la santé dans notre pays. Les participants aux présentes assises proviennent des ministères sectoriels, mais également du secteur privé et plus largement de la société civile. Conscients de l'importance de l'enjeu, les partenaires techniques et financiers ont aussi répondu à l'appel du gouvernement et sont prêts à œuvrer pour assurer le succès des réformes. Le vent de réforme qui souffle sur le Bénin depuis la mise en place du nouveau gouvernement et ce dialogue national sur le financement de la santé sont également l'expression d'une volonté des autorités à faire du Bénin un modèle de bonne gouvernance en Afrique, comme ça ressort dans le premier pilier du PAG. Réaliser un état des lieux, mieux, un diagnostic approfondi de ces différentes sources de financement constitue une condition sine qua non. C'est d'ailleurs cette visibilité et cette gestion efficace et efficiente, accompagnée d'une bonne programmation opérationnelle et cohérente de ces financements, qui constituent les éléments indispensables à une meilleure capacité d'absorption de tous ces moyens. La tenue de ces assises vient confirmer l'engagement du gouvernement à faire de la santé des populations une priorité. La présente rencontre ne peut pas être plus opportune. Elle vient juste au lendemain du lancement du programme d'action du gouvernement pour lequel les conditions de vie des populations, y compris la santé, représentent le troisième pilier par lequel le PAG ne pourrait tenir debout. Les travaux de ce dialogue sont cruciaux pour la mise en place d'un système de santé généreux, durable et résilient, permettant au Bénin de répondre efficacement aux situations d'urgence en matière de santé publique et d'appuyer sa transformation économique. L'accès géographique et surtout financier d'une grande partie de notre population aux soins de santé reste un défi constant. L'absence d'assurance maladie rend cette population davantage vulnérable à tout choc sanitaire. En réponse, notre gouvernement s'attelle à mettre en œuvre le programme Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, qui, au-delà de l'assurance santé universelle, vise à promouvoir la formation, le crédit et l'assurance retraite. Les présentes assises devront donc proposer des pistes possibles, crédibles et pertinentes de réalisation des objectifs et ambitions du gouvernement en matière de santé. Selon les résultats issus des comptes nationaux de la santé, la principale source de financement reste les ménages qui contribuent pour plus de 40% des dépenses de la santé au Bénin. Ce sous-financement du secteur explique aussi le faible niveau du plateau technique et l'insuffisance du personnel pour une meilleure qualité de l'offre des soins en santé.
Et puis on en arrive à cette rencontre de vérité maintenant entre les opérateurs de téléphonie mobile et le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Principal sujet de discussion, la qualité de la prestation et les magouilles orchestrées via les streambox dans le secteur. Plus de précisions avec William Tioki. Quelle est la qualité des services offerts aux populations par les réseaux de téléphonie mobile? C'est la question au cœur de cette discussion. D'un côté, le ministre de la Communication et l'organe de régulation, de l'autre, les responsables des 4 réseaux opérants au Bénin. Acte 1 de cette séance, la parole au réseau GSM. La qualité du service n'est pas stable. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Il y a des moments où on arrive à appeler, ça passe très bien. Il y a des moments où on arrive à appeler et puis on se rend compte que effectivement le succès de l'appel n'est pas évident. La nuance peut s'expliquer par le poids statistique, parce que là, les tests sont faits ponctuellement sur des volumes d'échantillonnage très réduits. Acte 2, les rectifications de l'organe de régulation, il fallait faire certaines mises au point pour éviter l'amalgame, selon le secrétaire exécutif de l'ARCEP. La question de qualité, nous avons décidé, après appel à commentaires, des seuils qui sont dans cette décision. Cette décision a été exploitée pour prendre des mesures de qualité. Des mises en demeure ont été données aux opérateurs donc pour régler les écarts. À la date d'aujourd'hui, un opérateur qui est en écart par rapport au seuil fixé est susceptible donc d'être sanctionné. Les CMOS, c'est de la responsabilité totale de l'opérateur de ne pas laisser trafiquer sur son réseau ces trafics. Entre-temps, le ministre va questionner les cahiers de charges. Dans les cahiers de charges, vous avez la responsabilité d'offrir aux Béninois un taux de couverture d'au moins 95% du territoire. Si vous ne faites pas ça, vous avez les pénalités. Et les pénalités iront désenclaver les zones blanches. C'est très clair. J'avoue que la population béninoise souffre énormément permettez l'expression, de la magouille des GSM. Disons-le en termes clairs. Vous achetez de crédit, vous ne consommez même pas, vous ne téléphonez même pas, mais quelques jours après, vous constatez quand même que ces crédits-là sont partis. Ou c'est parti. Puis déclare ceci pour sonner la fin de la récréation, l'acte 3 de la rencontre. Que vous continuez de vendre de manière illimitée les 4 SIM alors que vous n'avez pas de ressources réseau, ce n'est pas possible. Il y a des messages, quand j'entends, ça m'interpelle au plus profond de moi-même. Acte 4, plus rien ne sera comme avant. Ils ont pris le ferme engagement d'améliorer leurs prestations vis-à-vis des abonnés. Donc nous avons pris bonne note en ce qui concerne la réduction des tarifs. Vous avez, chers opérateurs, 1 semaine pour désactiver les SIM-BOS sur les réseaux. L'ultimatum est lancé et dès la semaine prochaine, les consommateurs devraient constater la diminution des coûts et l'amélioration des prestations des réseaux de téléphonie mobile. On reste avec la ministre de l'économie numérique et de la communication qui, après cette séance, a rencontré cet après-midi les cadres et personnels de son département ministériel. Le but de la rencontre, partager avec le personnel le contenu du programme d'action gouvernementale, en l'occurrence les points stratégiques qui concernent le département et susciter leur engagement à accompagner donc le programme. Ghislaine Adimi Arbozo. Les réformes du programme d'action du gouvernement doivent rencontrer l'adhésion et l'engagement de tous. À cet effet, Rafia Toumourou, ministre de l'économie numérique et de la communication, a décidé de mettre les cadres et personnels de son département ministériel au même niveau d'information. À l'occasion de la séance d'échange avec ses collaborateurs, la ministre a rappelé les 6 points stratégiques du secteur de l'économie numérique et de la communication contenus dans le PAG, tout en déclinant leurs objectifs. En ce qui concerne notre ministère, nous avons 6 projets phares sur lesquels nous devons vraiment apporter les résultats au quotidien. Et comme je l'ai dit tantôt, au niveau du ministère, les objectifs fixés
ont des impacts directs sur nos populations. C'est pourquoi il est important que nous puissions vraiment, chacun en ce qui le concerne, s'auto-approprier ces projets pour que les résultats puissent commencer vraiment à donner leur impact sur les populations. La présentation de la ministre a été suivie des échanges de compréhension et d'éclaircissement. Cette rencontre a été en outre une occasion pour le personnel de rappeler à l'autorité quelques doléances. Puis, par la voix de leurs représentants, les cadres et personnels du ministère se sont engagés à accompagner le PAG. Comment améliorer l'accès aux sources d'information publique au Bénin? La question préoccupe la direction des médias en collaboration avec OANEP. Cette direction a convié les médias, les hommes des médias, à une réflexion autour du chapitre 4 du Code de l'information et de la communication. Voici le compte-rendu de William Tchoki. Donner l'information, la juste et la bonne aux populations constitue une tâche éprouvante pour les hommes des médias. Et pourtant, plusieurs textes de loi, dont la loi fondamentale, leur confèrent ce droit d'accès aux sources d'information publique. Cet atelier d'échange donne l'opportunité d'améliorer le cadre légal de droit d'accès à l'information publique, une loi logée au chapitre 4 du Code de l'information et de la communication. L'objectif de cet atelier n'est pas d'embrasser toute la critique autour du Code, mais de poser la focale sur le chapitre 4, les conditions dans lesquelles les professionnels des médias arrivent à obtenir, à aller vers les sources publiques d'information, les procédures d'accès, les conditions de restriction de ces accès-là, telles que prévues par le Code. Cette rencontre est rendue possible grâce au OANEP au Bénin, ce réseau qui, depuis peu, accompagne la presse béninoise à relever plusieurs défis, dont celui d'accès à l'information publique. Le droit à l'information a connu des avancées dans beaucoup de pays. L'Ouganda, l'Éthiopie, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, qui jouissent à des degrés divers des avantages du droit d'accès à l'information publique. Au Bénin, le parcours pour l'accès aux sources de l'information publique demeure encore éprouvant. De ces confrontations d'idées entre professionnels des médias sortira un ouvrage collectif pour rendre compte des réflexions dont le but premier est d'améliorer le droit à l'information publique au Bénin. Et puis des journalistes sont en formation, ils reçoivent des notions sur l'investigation. Objectif, renforcer les capacités des professionnels des médias afin qu'ils s'adaptent mieux aux nouvelles exigences de leur corps de métier. Reportage Bénédicte Amozon, présenté par William Tchoki. Renforcer les capacités des hommes de presse en ces temps de développement rapide des réseaux sociaux est désormais le leitmotiv des responsables de la maison des médias Thomas Meillansan. Ils ont organisé à cet effet une formation au profit des journalistes de différents organes, au programme des notions du journalisme d'investigation. Or, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les réseaux sociaux, l'information sur WhatsApp dominent le monde. Si le journalisme devrait avoir un avenir, ça passera forcément par l'investigation, parce que tout le monde aujourd'hui peut faire de l'information, peut produire de l'information, n'importe qui. Donc le rôle du journaliste de demain, ce serait d'aller en profondeur, d'aller puiser, de faire de l'enquête, de faire de l'investigation. Cette initiative de la Maison des médias, financée par OSIWA, entendez, Open Society, Initiative for West Africa, a touché d'abord les responsables de presse, puis les journalistes exerçant dans les différentes rédactions. Et puis la session de concertation et négociation gouvernement-syndicat s'est refermée hier. En vous proposant ici d'écouter les réactions des responsables, les secrétaires généraux des syndicats au thème donc de cette session de négociation. Ce qui concerne les 1,25, nous avons dit, tout le monde n'a pas eu. Il y en a qui, la plupart d'entre nous, au lieu de 1,25, c'est 1,20 qu'on nous a donné. Nous ne savons pas quelle est cette méthode de calcul qui permet d'avoir 1,20 au lieu de 1,25. Nous avons recommandé au gouvernement de retourner au niveau du secteur pour finaliser les travaux de la commission interministérielle qui a été mise en place pour nous permettre d'avoir vraiment le chemin. Maintenant, en ce qui concerne ce secteur de la santé également, je crois que c'est officiel maintenant. En ce qui concerne les médecins spécialistes, le chef de l'État a décidé que le gouvernement supporte le gap. Donc je crois que globalement,
Globalement, d'abord, la session a été clôturée sur l'essentiel. Là où il y a des difficultés, les secteurs doivent reprendre les discussions. Et là où nous pensons que c'est transversal en ce qui concerne l'ensemble du pays et les réformes, on se revoit à la prochaine session, c'est-à-dire la toute première session de l'année 2017, pour essayer d'enclencher de nouvelles discussions. À la suite des syndicalistes, nous proposons d'écouter les impressions du président de la commission de négociation, le ministre d'État Ablaye Biotchane. Nous avons passé en revue les problèmes dans le secteur de la santé, qui sont nombreux. Ça nous a pris plus de 2 heures de temps. Nous sommes revenus sur les problèmes dans le secteur de l'éducation et l'enseignement. Là aussi, ça a été très long. Et pour clôturer cette session, qui est la dernière session en réalité de 2016, nous avons abordé d'autres sujets, les réformes, la mise en œuvre de ces réformes dans un certain nombre de secteurs comme l'agriculture, le cadre de vie. Et les échanges ont été très intéressants pour nous, enrichissants pour le gouvernement. Pèlerinage à la Mecque, le gouvernement anticipe déjà sur les préparatifs, tirant leçon des ratés des organisations précédentes. Responsables de communautés islamiques et gouvernement s'accordent pour changer les modes d'organisation afin de parer aux désagréments éventuels. Alors que se dessine-t-il exactement? Élément de réponse avec Osias Nouveau et Ramatou Lavani. 2 péchés capitaux à extirper de l'organisation du Hajj, improvisation et amateurisme. Le message du chef de l'État porté par le ministre des Affaires étrangères est clair. Place désormais à la minutie et à l'anticipation. Le pèlerinage des musulmans béninois à la Mecque doit rouler comme sourate dans la bouche d'un musulman modèle. Prescription religieusement écoutée et approuvée par les responsables des différentes entités musulmanes béninoises. Et pour concrétiser la nouvelle démarche, une mission exploratoire imminente est déjà annoncée. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, qui sont organisés, qui sont rigoureux. Nous allons très rapidement nous mettre d'accord sur la composition de la mission. En fait, c'est quasiment fait. Et mettre en route ceux qui, au nom de notre pays, vont déjà aller explorer et se rendre compte des nouvelles réalités à Jeddah pour cet exercice. Pour gérer sans à-coup le pèlerinage de bout en bout, la gouvernance est désormais confiée à un homme. Tout sauf un novice, 13 ans de séjour en terre sainte de Mahomet, à en maîtriser les arcanes. Inch'Allah, nous allons faire tout ce qu'on peut faire avec nos relations, avec nos connaissances, avec l'expérience aussi. Je connais bien ce qui se passe au niveau de l'organisation du Hajj. Même si ce n'est pas 100%, on aura 42%, c'est déjà quelque chose. Ce dignitaire musulman a convaincu le chef de l'État en aidant au succès de sa visite en Arabie Saoudite. Il devra confirmer ce test par son premier pèlerinage réussi comme chef d'orchestre. À l'étranger, maintenant, scène assez surréaliste en Afrique du Sud, au Parlement précisément, alors que Jacob Zuma, président, allait faire son discours à la nation, l'opposition s'est manifestée et a été expulsée de l'hémicycle. Manu Militari, reportage. Session parlementaire sous haute tension en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma s'exprimait devant les députés lors de son discours à la nation, mais il a régulièrement été interrompu par l'opposition qui l'accuse de corruption. Les députés de la gauche radicale en rouge estiment que le chef de l'État n'est plus légitime après sa condamnation en mars pour violation de la Constitution. En face de nous est assis un homme incorrigible, pourri jusqu'à la moelle, et cela a été reconnu par la Cour constitutionnelle, a lancé Julius Malema, le leader du Parti des combattants pour la liberté économique. Quelques instants après, une violente bagarre a éclaté entre les agents de sécurité et les députés de la gauche radicale qui avaient été priés de quitter la salle afin que le chef de l'État puisse reprendre son discours. Un discours placé sous très haute sécurité. Plus de 400 soldats avaient été déployés dans les rues du Cap pour prêter main forte à la police et empêcher ainsi tout débordement. Cette mesure sécuritaire a renforcé la colère des partisans de l'opposition. Des échauffourées ont éclaté aux abords du Parlement.
En France, Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle en France, était sur le plateau de la chaîne de télévision française France 2. La présidente du Front National a défendu longuement son programme et a assumé totalement ses changements d'opinion sur plusieurs points de la société. Reportage de nos confrères d'Euronews. En pleine campagne présidentielle en France, la candidate du Front National, Marine Le Pen, passait ce jeudi son premier grand oral sur la principale chaîne du service public. L'occasion d'exposer son programme, elle a été questionnée sur le décret migratoire pris par Donald Trump pour savoir si elle pourrait prendre une mesure similaire. La question que vous pouvez me poser, c'est est-ce que vous avez cette mesure dans votre projet? La réponse est non. Moi, je ne vois pas l'intérêt en l'état de mettre ça en place. Si demain, élu président de la République, les services de sécurité français venaient me voir en disant il y a un attentat qui est prévu de la part de ressortissants de tel pays qui doivent arriver en France, alors je ne me priverai pas d'assurer la sécurité des Français. Pour le logement. La candidate du Front National n'a pas hésité à dire par ailleurs qu'elle s'inspirerait du nouveau président américain dans sa politique économique. Je ferai la même chose que M. Trump qui a réussi à obtenir la relocalisation de beaucoup d'entreprises américaines. J'expliquerai à ces entreprises que si elles ne viennent pas construire leurs voitures en France, eh bien, lorsqu'elles réimporteront leurs voitures en France, elles seront frappées d'un droit de douane. De combien? Nous verrons. Marine Le Pen fait aujourd'hui la course en tête dans les sondages avec 25 à 26% des voix au premier tour, mais elle est donnée systématiquement battue au second tour, quel que soit son adversaire. Alors, quelques jours après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, la rédaction sportive fait le bilan de la CAN, zoom sur la prestation des arbitres pendant les 3 semaines de cette compétition. Voici le récit de Hugues Sozono. Du jamais vu dans une compétition africaine, les décisions des hommes en noir n'ont pas influencé un seul résultat de match. Du match d'ouverture officié par l'Égyptien Gréchard à la finale dirigée par le Zambien Jani Sikazwe, en passant par les rencontres de poules, les quarts et les demi-finales, les arbitres ont été exemplaires. Ils ont commis très peu de fautes techniques et sont souvent proches des actions. Pendant cette 31e édition de la CAN, les expérimentés tels que le Sud-Africain Bennett, le Gambien Papa Gassama et même le Zambien Sikazwe, comme de bons psychologues, ont su gérer avec pondération le match. Pas de parti pris, pas de décision fantaisiste, une bonne condition physique. Même l'Ivoirien Denis Dembélé et le Malien Mamadou Keïta, présents pour la première fois à une CAN, un match chacun, ont su tirer leur épingle du jeu. Il convient de rappeler que 17 arbitres et 21 assistants ont été sélectionnés pour le tournoi. Durant toute la compétition, ils ont suivi des sessions quotidiennes de mise au point avec vidéo et discussion de groupe permettant à chacun de revoir des séquences le concernant et de faire son autocritique. À l'étape des quarts de finale, suite à la requête de la commission des arbitres, Eddie Mayer, directeur de l'arbitrage à la CAF, a expliqué que le 5e officier servira de remplaçant dans l'éventualité d'une blessure ou d'un incident qui empêcherait l'assistant désigné de continuer la partie. Malgré toutes ces dispositions, quelques arbitres assistants ont à des moments donnés sanctionné des hors-jeux inexistants. Certains centraux n'ont pas sorti des cartons et pourtant l'intégrité physique de certains joueurs était en danger. Globalement, les arbitres ont été bons. Vivement que ce changement d'attitude des hommes en noir perdure pour mieux valoriser la performance des athlètes. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité. Tout à l'heure, à 23h, vous aurez donc dans ce studio, Jérôme Bourg, pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.